Bonjour à tous et merci d'être présents pour cette table ronde, la dernière de la journée. On va parler d'un sujet extrêmement important puisque c'est la question de l'impact environnemental des startups deep tech et de comment est-ce que et pourquoi est-ce que il faut l'intégrer dès l'émergence, très très tôt, alors que ce sont d'habitude des sujets qu'on place un peu à la fin, en fait, en se disant on va d'abord faire la R&D, on va d'abord réfléchir au commercial, on va d'abord un peu tout faire, et puis quand on sera rendu vers la fin, on se posera la question de l'impact. On voit souvent des projets comme ça. Et donc nous, on a voulu travailler sur cette question de l'impact environnemental dès le début et expliquer pourquoi est-ce qu'en fait c'était assez clé. Alors, je suis ravie de présenter cette table ronde aujourd'hui et d'être accompagnée par nos 4 intervenants qui sont de grande qualité. Parce que je me présente, je suis Mélanie Marcel, fondatrice de Socience, une entreprise que j'ai créée il y a 10 ans et qui est vraiment spécialisée sur l'impact social et environnemental de la recherche et innovation. Et donc, non seulement de la recherche en labo, mais du coup des startups deep tech qui peuvent émerger. Et même si ça fait 10 ans que je suis sur le sujet, ça reste un sujet en fait très émergent, pas toujours considéré comme prioritaire, malgré les grands enjeux auxquels on fait face. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on le voit encore, puisque juste avant, on avait une table ronde sur l'exit, et la salle était bondée. Et là, nous avons une table ronde sur l'impact. Alors, peut-être que c'est parce que c'est la dernière table ronde de la journée, mais c'est un peu plus parsemé. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite et on va faire ça avec nos intervenants. Il y a un petit point quand même d'actualité qui est assez marquant. On a eu là les 2 prix Nobel de physique et de chimie qui sont tombés hier et qui sont tous les deux en lien avec l'intelligence artificielle. Et suite à ces annonces, il y a eu une remarque un peu fracassante de Timnit Gebru, qui est une chercheuse en éthique, qui a travaillé assez longtemps chez Google et qui s'est malheureusement fait licencier par Google, et qui disait ces 2 prix Nobel qui ont été accordés à l'intelligence artificielle, on est en train de se demander si finalement le prix Nobel de la paix qui va arriver vendredi, ne va pas aussi être accordé à quelqu'un qui bosse sur l'intelligence artificielle, puisqu'on n'arrête pas de dire que l'intelligence artificielle va résoudre tous nos problèmes, notamment nos problèmes environnementaux, alors qu'on sait par ailleurs que c'est une technologie qui est très consommatrice et qui fait augmenter aujourd'hui les émissions de CO2. Et donc, Timnit Gebru était extrêmement critique par rapport à cette techno. Et pour moi, je trouve que c'est un exemple type, en fait, de la question des deep tech et de leur impact. On a beaucoup de discours antagonistes sur le fait que la deep tech va nous sauver. Ah ben non, en fait, la deep tech, c'est le mal. Moi, j'ai une première question à poser à nos intervenants, qui est finalement, est-ce que cette question de l'impact environnemental des deep tech, c'est quelque chose qu'on voit uniquement dans les discours, dans les médias, et puis dans ce genre de discussion entre experts, ou est-ce que c'est réellement quelque chose qui est en train d'émerger dans l'écosystème, auprès des acteurs, des fonds à impact, des startups, des chercheurs, et quel est votre point de vue sur cette question et cette émergence de ces questions-là? Et je vous invite à vous présenter dès que vous prenez la parole pour la première fois. Ok, donc j'ai le micro, j'attaque. Vas-y. Enchanté, Bruno Adémar, donc je suis président et fondateur de Sublime Énergie. Sublime Énergie, c'est la première société à mission à avoir été immatriculée en France. On fait de la valorisation de biogaz, de méthanisation agricole, issus de petites exploitations agricoles qui sont situées loin des réseaux. Et on met au point une nouvelle filière en fait de valorisation de biogaz. C'est-à-dire, c'est pas de la cogénération, faire de l'électricité, c'est pas de l'injection dans les réseaux, mettre du gaz dans les réseaux. C'est autre chose. On veut faire avec ce nouveau modèle du biométhane carburant et surtout utiliser aussi le CO2 parce que la méthanisation, ça fait pas que du méthane comme le nom français l'indique. Le nom anglais, c'est biodigestion et effectivement, ça fait du méthane et autant de CO2. Donc c'est un excellent aspirateur à CO2. Voilà ce qu'on va faire. Et pour répondre à ta question, j'étais à Goranov en 2019, juste en sortant de l'école des mines, parce que ma première carrière était dans le nucléaire pendant 27 ans, dans l'énergie déjà, mais pas celle-là, une autre.
Et je pense, oui, qu'il y a une émergence de l'impact, alors avec impact positif à la fin. Ce qui est important, en plus de ce que tu as dit, c'est pas que l'environnemental, hein. Hyper important de prendre en compte l'impact positif social ou sociétal, ça dépend comment on veut l'appeler. C'est les deux qui marchent ensemble. Vous avez certainement souvent entendu parler du fait qu'on ne réussira pas de révolution énergétique, écologique, s'il n'y a pas de révolution sociale. J'en suis assez persuadé moi aussi. Et oui, c'est peut-être un peu dubitatif. Je pense qu'il commence à y avoir de plus en plus de startups à impact. Il y a le mouvement Impact France qui est là pour en témoigner. Il y a quand même énormément de membres. Après, je me suis un peu éloigné du suivi de ça. Je fais partie de la communauté des entreprises à mission. On n'est encore que 1500 entreprises à mission en France. Voilà. Et la mission, c'est bien ça, c'est mettre dans ses statuts et donc dans sa stratégie, on pourra y revenir, les missions environnementales, les missions sociétales, et bien sûr une mission économique. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Mathilde Baranger, je travaille chez Standing Ovation. Et mon rôle, c'est de gérer les analyses de cycle de vie et aussi de développer le procédé. Donc pour vous raconter rapidement, chez Standing Ovation, ce qu'on fait, c'est de la food tech. Et on s'inscrit comme des acteurs de la transition agroalimentaire. Et la solution qu'on propose, c'est de la caséine, la protéine principale du lait, fait sans passer par l'élevage bovin. En fait, on fait ça via la fermentation de précision. Et on va récupérer cette protéine qu'on va pouvoir utiliser comme celle qui est contenue dans le lait pour fabriquer du fromage, pour fabriquer de la crème fouettée, pour pouvoir avoir cet aspect mousseux, le gel du yaourt, la mousse dans le café le matin. Nous, on fait ça donc depuis 4 ans. Et ça fait 2 ans que je travaille chez Standing Ovation et que je mesure l'impact du procédé et que grâce aux mesures de l'analyse de cycle de vie, des analyses de cycle de vie en fait, que je fais et des scénarios qu'on développe, on arrive un peu à monitorer, gérer un petit peu les décisions stratégiques de l'entreprise pour orienter la start-up. Donc, ça répond plutôt bien au sujet du jour finalement, puisque c'est quelque chose qui a été décidé d'être fait très tôt et qui a été énormément soutenu par les investisseurs et les clients, puisque tout le monde nous demande ces informations finalement. Donc l'impact, c'est quelque chose qui est pris en compte chez nous, en partie pour la stratégie, mais énormément parce que c'est ce qui drive tout le modèle économique aussi. Alors justement, on a des accompagnateurs et des investisseurs autour de la table. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet ? Bonjour à toutes et tous, Grégoire Burger. Moi, je suis directeur de l'innovation d'AgroParisTech. AgroParisTech, c'est une école d'ingénieurs qui forme, c'est sa première mission, donc des ingénieurs sur les sujets du vivant et de l'environnement. Mais nos 3 missions, c'est donc la formation, la recherche et l'innovation. Donc, on est aussi un centre de recherche. On a 23 laboratoires répartis partout en France. Et moi, je pilote le réseau d'incubateurs d'AgroParisTech. On a 4 incubateurs thématiques, un sur les food tech, enfin sur la food tech, un sur l'agritech, c'est une ferme expérimentale, un sur les biotech et un sur la forêt. Donc, on accompagne aujourd'hui une centaine de boîtes à peu près. Qui, je dirais, par nature, sont à impact, parce qu'elles adressent des sujets à impact. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit du tout, parce qu'en fait, il faut quand même le mesurer et être capable de développer pas mal de choses. On le fait plutôt bien quand il s'agit d'aider des étudiants ou des entrepreneurs qui viennent nous voir, qu'il va falloir accompagner, mettre en relation avec nos labos, qui ont vraiment une approche market pool, ils ont identifié des besoins, ils viennent nous voir pour développer la tech, on sait très bien faire. Sur les 100 entreprises qu'on accompagne, on doit en avoir 3 qui sont issues de nos labos de recherche. On a 23 labos de recherche, 3% de nos boîtes qui sont issues de la recherche. Ça veut dire qu'en fait, on fait très mal un truc, c'est la détection dans les labos, être capable d'identifier aussi voilà, les bons projets et comment derrière on constitue une équipe, on va chercher de l'argent pour financer ces projets-là. Donc on n'est pas les seuls à être mauvais, heureusement. Hein. Toutes les universités, toutes les écoles d'ingé se posent les mêmes questions. Aujourd'hui, il y a des programmes type les PUI, les pôles universitaires d'innovation, qui sont là pour nous aider à faire ça. Comment ? En fait, on met des moyens, on recrute des gens, des profils qui vont nous aider à la fois à sensibiliser les enseignants-chercheurs, les chercheurs, les doctorants. Aujourd'hui, on le fait très mal. Et qui va aussi accompagner à l'émergence de ces projets. Et en fait, aujourd'hui, c'est un peu une course au recrutement, parce qu'il y a, je sais pas, peut-être une centaine ou 200 postes en France qui sont à pourvoir sur des sujets comme ça. Donc, on se bat pour les profils.
Et on se rend compte qu'en fait, ces gens-là ne connaissent pas l'impact, hein. On a du mal à trouver des bons profils, mais alors des profils qui connaissent l'impact, on n'en trouve pas. Et le sujet de la table ronde, c'est bien ça, c'est comment finalement, dès le début de l'histoire, on s'intéresse à l'impact. Mais je peux vous garantir que dans ces pôles universitaires d'innovation, on a beau recruter des gens, si on ne les sensibilise pas à l'impact, enfin si plutôt on ne les rend pas compétents sur le sujet de l'impact pour accompagner des projets, on ira dans un mur, on ne fera pas mieux. Donc hop, je mets les pieds dans le plat tout de suite, comme ça c'est fait. C'est bien. Et peut-être un dernier truc, nous on a conscience, et j'y reviendrai après, on discutera un peu parfois de l'aspect naïf des entrepreneurs, mais nous on a bien conscience qu'au-delà de dire qu'on accompagne de l'impact, en fait on ne sait pas accompagner l'impact. Donc aujourd'hui, il y a des programmes qui se montent. Nous on fait partie de l'Impact Lab Academy, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais voilà, il y a des mouvements Impact France, plus La Ruche, plus Make Sense, qui montent des programmes pour aider les incubateurs comme nous à mettre plus d'impact dans notre accompagnement. Donc je dirais qu'on est quand même sur la bonne voie par rapport à ces sujets d'impact. Je rajoute rapidement un point, et on va en reparler. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se font, mais elles ne sont pas spécialisées deep tech. Donc on va en parler dans la table ronde, c'est quand même hyper important. Bonjour, merci pour l'organisation de cette table ronde et de ce sujet clé. Moi, je suis Marine Régrobelé, partenaire chez Asterion Ventures. C'est un expert du capital risque au service des green tech, des clean tech et des projets qui, plus globalement, ont au cœur de leur mission et de leur raison d'être et de leur projet de s'attaquer à des transitions environnementales, des transitions sociétales, l'un ou l'autre, ou parfois les deux, c'est l'idéal. On a financé à ce jour 23 projets, dont 6 deep tech, certaines en partenariat avec AgroParisTech, donc beaucoup, la plupart. Donc c'est chouette de voir qu'il y a des vrais partenariats qui peuvent se nouer à ce niveau-là. Alors moi, je suis forcément un peu biaisée parce qu'on ne finance que des projets qui ont au cœur du modèle de s'attaquer à ces transitions. Et donc, je ne vois que des deep tech dont les entrepreneurs et les cofondateurs sont vraiment portés par l'impact et par les solutions qu'ils peuvent faire émerger. Je vous donne des exemples. On a, par exemple, financé une start-up qui permet de révolutionner la manière dont on produit des semi-conducteurs et d'améliorer le rendement énergétique de 10% pour les véhicules. C'est une société qui s'appelle Diamfab. Donc, c'est en fait vraiment au cœur du projet de maintenir la filière, mais en même temps de le faire mieux. Mais pour autant, je constate qu'il y a quand même une prise en compte plus forte de ces enjeux-là. Je crois qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui se tournent déjà vers les deep tech, ce qui est une première nouveauté. Tu l'as constaté aussi, c'est quelque chose qui intéressait peu les investisseurs. Et alors, il faut pouvoir s'intéresser au deep tech et au deep tech impact. Et je vois quand même la situation évoluer. C'est hyper intéressant parce que ça montre effectivement que le sujet arrive. Est-ce que tu as en tête une idée du nombre de fonds qui sont deep tech et à impact ? Je pense que ça se compte sur les doigts d'une main, mais en tout cas en France, il n'y en a pas énormément. Ce qui est positif, c'est qu'on en voit aussi arriver beaucoup sur les stades plus matures, ce qui est aussi un sujet clé, parce qu'on voit beaucoup de startups qui arrivent à se financer au début, des deep tech impact, et puis après, il y a un trou du financement. Je ne sais pas si vous y avez été confronté, et là-dessus, il y a aussi des gros projets. Je dois saluer le fait que la BPI et beaucoup d'organisations soutiennent énormément les deep tech impact en France, donc on a une chance exceptionnelle, il faut vraiment se le rappeler, parce que sans ces tissus-là, sans ces organisations, il n'y aurait aucune chance de faire évoluer la manière dont on considère l'investissement dans ces projets. On a été habitué quand même à des cycles très courts sur l'investissement, à se dire que les rendements doivent être faits en quelques années, et ça a dû être évoqué sur la table ronde d'avant, mais voilà, on prend conscience aujourd'hui qu'il faut du capital patient, du capital soutenant, accompagnant, et du capital d'expertise aussi. C'est un point super important, beaucoup plus sur les nouveaux projets deep tech, où au-delà d'aider les entrepreneurs sur leur business model, la construction de leur équipe, leurs produits, leur stratégie commerciale, il faut aussi des vrais savoir-faire industriels, technologiques. Et chez Asterion, on œuvre à agréger une communauté d'experts pour accompagner les entrepreneurs, parce que c'est assez clé. Alors justement, tu veux rebondir? Ouais, je complète juste là-dessus. C'est d'ailleurs l'un des objets du partenariat qu'on a, AgroParisTech, Asterion, et on pourra dire la même chose parce que vous développez des liens forts avec Centrale Supélec aussi, c'est que nous, on est capable d'apporter cette expertise sur certains dossiers, et en fait, on se retrouve là-dessus. C'est-à-dire que nous, on a des porteurs de projets, on a aussi des compétences, on peut faire du mentorat, et c'est vrai qu'être capable, je dirais que ces liens-là entre des écoles ou des incubateurs et des fonds, c'était peut-être moins prégnant avant. On arrive vraiment maintenant à nouer des relations hyper fortes de travail, et ça se concrétise par des projets financés et des projets qui se portent bien derrière. Alors justement, sur cette question de l'accompagnement et de l'impact, moi je le vois, Socience existe depuis 10 ans, le
paysage s'est complètement transformé. Hein. Il y a 10 ans, on ne parlait pas du tout de ces sujets comme ça. Et on n'aurait pas eu une table ronde de cette nature ici. Donc le sujet est très émergent. Enfin, il est en train d'arriver, mais il reste nouveau. Est-ce que sur l'accompagnement, toi Bruno, t'en parlais juste avant, tu peux nous dire, en tant qu'entrepreneur, tu as eu accès à quoi, quel type d'accompagnement, est-ce que justement les fonctions support, soit des universités, soit des SAT, etc., on parlait de la compétence sur l'impact, est-ce qu'il y en a, ou est-ce que c'est un manque? Déjà, quand même, un truc, il faut que celui qui est le fondateur et qui porte le projet, il faut déjà qu'il soit intimement convaincu, lui, qu'il faut en faire. Après, l'accompagnement, on en a besoin dans tous les domaines. Là, c'est déjà un état d'esprit du fondateur, de la direction et je dirais des premiers investisseurs. Donc, en termes d'accompagnement, moi, j'ai eu la chance de sortir de Mine Paris et d'aller directement à Agoranov. Et Mine Paris, c'est de là que sort le décret en 2019 des entreprises à mission. Donc, j'ai été à fond là-dedans. Je n'aurais certainement pas créé Sublime Énergie s'il n'y avait pas eu ce décret de société à mission. Après, Agoranov, quand vous rentrez à Agoranov, vous avez... vous pouvez on était un peu les extraterrestres du truc en termes d'impact il y a 5 ans, hein, c'était en 2019, pas très vieux. Et l'accompagnement, en fait, il a été fait très rapidement en termes de financement par BPI-France au tout début, avec... donc pas sur les sujets d'impact, hein, ça je dirais je l'ai fait tout seul, très rapidement j'ai pris quelqu'un dans l'équipe, c'est une volonté aussi d'avoir quelqu'un dans l'équipe qui s'occupe de ça et qui porte la bonne parole et avec moi en plus, donc pas que moi pour que tous les salariés soient effectivement convaincus que c'est important ce qu'on va faire. Après en termes d'accompagnement, je dirais l'accompagnement financier, sans BPI France, je ne serais pas là aujourd'hui, mais à un bémol près, c'est que BPI France nous accompagne sur ces sujets-là aussi, si le privé nous accompagne. C'est-à-dire qu'il faut d'abord trouver le financement privé. Et donc, moi, j'ai mis ma vraie levée de fonds. Hein, enfin, je dis vraie levée de fonds. La première, elle s'est faite avec des business angels, avec une grande société d'énergie, etc. Ensuite, ça a été des financements pendant 4 ans. Et puis, la vraie chance, en fait, ça a été la création en début 2023 du Fonds Révolution environnementale et solidaire de Crédit Mutuel. Et depuis, on a créé un pool bancaire derrière qui finance, etc., en non dilutif la suite. Mais je dirais que je ne vais pas refaire le passé, mais s'il n'y avait pas eu, c'est important hein, les mots à employer, hein, révolution environnementale et solidaire, c'est pas pour rien. On dit toujours qu'il faut trouver son fond, se rencontrer et puis ça marche. On pourra y revenir, mais l'aide, je pense que là où on pourrait y avoir plus de soutien, c'est que pour ces projets-là, clairement identifiés comme mettant en avant des missions environnementales et sociales, pourrait être un peu plus accompagné de façon différente que l'accompagnement classique. On trouve des fonds privés et après on est accompagné. Je pense que ça devrait être un peu plus le rôle du public de faire ça. Et Grégoire, tu parlais des startups qui étaient un peu naïves. Enfin, si on reprend le fait de dire qu'il faut qu'elles soient intimement convaincues, enfin, comment on fait la part des choses, quoi. Je le disais un peu tout à l'heure, nous, on a l'avantage d'avoir le profil type des entrepreneurs, c'est quand même des gens qui sortent de l'école, donc ils sont sensibilisés aux enjeux environnementaux, ils savent faire des ACV, ils savent faire ce genre de choses, mais du coup, ils ont tendance à prendre l'impact, déjà à considérer qu'ils font de l'impact parce qu'ils sont sur des sujets impact, et à prendre l'impact que par la porte impact environnemental. Or, en fait, les 4 piliers d'une entreprise à impact, c'est l'impact environnemental, l'impact social, le partage de la valeur, le partage de la gouvernance. Et je dirais que sur les autres piliers, en fait, il y a quand même un peu de boulot pour qu'ils sachent. Voilà. Sur le côté environnemental, ils ont parfois du mal à aller jusqu'à la mesure. Ils disent, OK, nous, on fait des économies en eau, on fait des économies en terres arables, on fait des économies en carbone. OK, mais il faut aller le mesurer, il faut aller le prouver. On pourra peut-être revenir sur le côté ACV juste après, je fais une super transition à ta place. Mais voilà, c'est un des enjeux. Et sur les autres piliers,
Moi, j'ai l'impression qu'on est face à une génération d'entrepreneurs qui est plutôt conscient quand même que typiquement, il faut une parité, qu'il faut avoir une égalité salariale, ou en tout cas, il faut encadrer ça, qu'il faut, voilà, sur le côté social, j'ai l'impression que ça va dans le bon sens. Je ne sais pas si vous allez me contredire ou pas, mais on est une génération qui est consciente de ça. Par contre, sur des aspects plutôt partage de la gouvernance, partage de la valeur, il y a encore du boulot. On reviendra peut-être sur les modèles économiques à impact après, mais en fait, ils pensent tous, et c'est normal, à développer un modèle économique qui marche, et après, ils mettront de l'impact dedans. Mais honnêtement, ça vient encore que dans un deuxième temps. Donc ouais, il y a encore du boulot là-dessus. Voilà. Alors, on a pas mal parlé de constats et de où est-ce qu'on en est. Et on va passer maintenant plutôt à la partie qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Un petit point peut-être sur la particularité des startups deep tech, parce que quand même, elles ont des particularités. On a fait un rapport avec BPI France sur cette question-là. Et aujourd'hui, sur l'impact environnemental des startups deep tech, on sait que ça doit être pris en compte dès l'émergence, notamment parce que le prendre en compte peut créer des changements radicaux en fait, sur tout un tas de directions de la boîte. On a interviewé des startups deep tech qui ont changé des voies de développement technologique parce que structurer leur projet autour de l'impact faisait qu'on ne pouvait pas aller dans les mêmes directions de recherche que ce qu'ils pensaient initialement. Donc ça peut changer la R&D, donc ça peut changer la technologie. Évidemment, il peut y avoir aussi des impacts sur les modèles économiques, on va en parler juste après, mais en fait, c'est tous les pans de l'entreprise qui peuvent être repensés et structurés autour de la question de l'impact. Et en plus, il faut savoir qu'une startup deep tech, c'est une startup qui développe une techno qui est potentiellement transformatrice. Et donc, il y a toutes les questions d'effet rebond, c'est-à-dire est-ce que quand cette technologie va être utilisée, si elle permet de réduire, par exemple, les émissions de CO2 à son utilisation, comment est-ce que l'entreprise travaille pour que ce ne soit pas une technologie qui soit tellement utilisée que finalement, il y a plus d'émissions au final. Et donc ça, c'est vraiment des sujets qui sont très cœur de métier pour les deep tech, et c'est des sujets vraiment épineux. Et du coup, peut-être un retour d'expérience sur ce que vous pouvez mettre en place au sein de vos startups, quels sont les outils que vous utilisez, et surtout, quels sont les choix que ça vous a fait prendre et qu'est-ce que ça a modifié en fait. Pour ce qui concerne Standing Ovation, déjà, il faut savoir que la première analyse de cycle de vie, elle a été énormément soutenue par nos investisseurs principaux, qui nous ont vraiment mis le pied à l'étrier, qui nous ont conseillé le cabinet de conseil, nous ont mis en relation, parce que c'est vraiment leur fonds qui accordait beaucoup d'importance à ça. Et c'est quelque chose qu'on a commencé à observer chez la majorité de tous nos investisseurs, en fait, tout simplement, y compris la BPI, chez nos partenaires industriels, chez nos clients, chez Bell notamment, qui est un fabricant de produits laitiers et de fromage avec lesquels on travaille beaucoup d'un point de vue stratégique, d'un point de vue R&D et environnemental. Et en fait, le fait d'avoir pu faire cette analyse de cycle de vie et d'être personnellement en même temps sur le développement de procédés, ça a permis d'avoir très rapidement d'identifier les leviers d'amélioration du point de vue procédé et technologie, et en ayant la vision un peu plus large, d'aller chercher les points d'amélioration sur les leviers classiques, vous allez peut-être me dire, mais les fournisseurs, où est-ce qu'on source, comment on fait pour trouver des sources alternatives de matières premières quand elles sont à impact, comment on fait pour réduire leur consommation, est-ce que ça vient de chez nous, est-ce que l'impact vient des fournisseurs, comment est-ce qu'on maîtrise tout ça, comment est-ce qu'on essaye de s'implanter de manière à faire du circuit court. Donc aujourd'hui, on travaille vraiment notre implantation pour être dans une économie qui est circulaire, en essayant de valoriser les effluents sucrés de certains des partenaires avec lesquels on travaille pour pouvoir l'utiliser dans nos fermenteurs. Et ce qui nous a valu d'ailleurs, ce qui nous a permis d'obtenir un financement BPI sur la circularité. Et tout ça, ça a été obtenu grâce aux analyses et aux scénarios d'analyse de cycle de vie qu'on a réalisés dès le départ sur la technologie qui est là en amont. Parce que c'est vrai que d'avoir une techno qui nous permettent de proposer une solution alternative aux protéines, puisqu'il y a de plus en plus de demandes et que les gens veulent du fromage et qu'il va bientôt plus y avoir assez de vaches pour en donner à tout le monde, c'est bien, mais le faire bien, c'est mieux. Bruno, ou qui souhaite?
Moi, je peux dire juste un Ouais. mot sur. Alors, nous, on n'est pas côté start-up, on est côté accompagnement de start-up. Donc, avec nous, on va avoir 3 leviers pour les faire travailler là-dessus. Le changement de mindset, c'est-à-dire surtout leur faire prendre conscience, on en a déjà parlé, hein, qu'il y a un enjeu à aller mesurer ça. Je parle notamment des chercheurs, qui est une de nos cibles. Eux, ils sont. Vous répétez pas, ils sont déjà déconnectés de l'entrepreneuriat, mais ils sont encore plus déconnectés de l'impact, entre guillemets. Donc, il va falloir aller les chercher, ceux-là. Voilà. Comment on va les chercher? On met de l'impact dans nos programmes. Je vous ai parlé de l'Impact Lab Academy. Et on les flèche vers les bons outils, ce qui est le troisième levier. Il y a des outils BPI qui sont la BFT Lab, je ne sais pas si vous connaissez, mais la BFT Lab, personne ne sait qu'on peut faire de l'impact avec, hein. C'est quand même un sujet. Le Diag Impact, moi, j'ai aucune startup qui la demande. C'est peut-être de ma faute, hein, je ne les oriente pas vers ça, mais c'est quand même un sujet. Je veux dire, est-ce que finalement, elles sont au courant de ça? Et après, quels outils on a pour aller mesurer ou pour faire des prémices d'ACV? Typiquement, nous, on a sensibilisé notre junior entreprise, on les a formés à faire des ACV, et comme ça, ils font des ACV. Certes, elles ne sont pas hyper robustes ou quoi, mais ils les font très rapidement pour nos startups. Et comme ça, à moindre coût, on a déjà une idée d'un impact type ACV pour les projets qui sortent de l'école. Donc voilà, on a besoin aussi de ces outils-là. Comment on a fait nous? J'ai dit on est une entreprise à mission, donc on a un comité de mission qui est extrêmement qui devient un organe de direction, hein. Est-ce que tu peux dire pour la salle ce qu'est une société à mission? Une société à mission, c'est en France, parce que c'est très français encore aujourd'hui. Il y en a un petit peu, ça commence à arriver en Italie, un peu en Espagne, ça va venir en Allemagne, en Belgique. C'est une société qui met dans ses statuts une raison d'être, qu'il écrit dans ses statuts, hein, qui écrit une raison d'être, des objectifs, qu'on appelle des missions ou des objectifs d'ordre environnementaux et sociaux, qui crée un comité de mission pour vérifier que, effectivement, en gros, on va vers une gouvernance à 3 entre la direction de l'entreprise, le conseil de surveillance, les actionnaires et ce comité de mission pour bien vérifier que ce qu'on a mis dans nos statuts, la mission, les objectifs, hein, notre raison d'être, les objectifs, sont bien respectés, que les fonds que nous donnent nos investisseurs, aujourd'hui je parle des fonds parce qu'on ne gagne pas encore d'argent, et puis après ceux qu'on utilisera quand on en gagnera, sont bien utilisés dans le sens de cette mission, pas pour faire autre chose, et qu'à l'inverse, les investisseurs sont bien conscients que les fonds qu'ils donnent vont servir à ça. Typiquement, moi j'ai une technologie qui pourrait servir dans les énergies fossiles, ça ne sera jamais le cas. Demain, si je dois me faire un exit, me faire racheter par une société qui veut utiliser ce qu'on fait à autre chose, a priori, c'est pas possible. Non, mais je rajoute un truc parce que c'est hyper important. Structurer sa startup deep tech autour de l'impact, ça peut aussi faire refuser des développements, refuser des clients, refuser des marchés. Et en fait, il faut faire très attention parce que si l'ensemble du secteur ne pense que au développement commercial, au plus gros chiffre d'affaires, à la plus grosse valorisation, etc., et ne réfléchit qu'en termes financiers, on n'arrivera jamais à financer ce type d'action parce qu'effectivement, ce type de société, la mission passe avant ou en tout cas à côté au même titre que le développement économique. Et il y a des choses qui ne sont pas possibles parce que la mission ne le permet pas. Oui, absolument. C'est même assez schizophrénique hein, quand vous faites de l'énergie. Si l'énergie que vous produisez ne remplace pas une énergie fossile, vous devenez une partie du problème. Vous avez beau faire des calculs d'impact, de CO2, de ce que vous voulez. Moi, si mon biométhane demain ne remplace pas du diesel, j'ai tout faux en fait. Si je vais vendre mon biométhane carburant à un entrepreneur de transport qui hier avait 100 camions diesel et demain aura 100 camions diesel et mes 50 camions biométhane, ça ne sert à rien. Je suis une partie du problème. Il faut qu'il passe à 50 camions méthane et 50 camions diesel. Et là, j'aurai un véritable impact. Donc effectivement, ça va très loin dans le refus, dans le renoncement. Je pense que c'est un mot qu'on va entendre de plus en plus, le mot renoncement dans les années qui viennent. Et c'est extrêmement important. Il faut avoir effectivement les fonds qui acceptent ça, les conseils de surveillance et même en interne, les salariés qui acceptent aussi ça en fait.
parce que quelque part, il faut aller expliquer que non, on ne va pas aller dans ce domaine-là, même si ça serait bien si on avait cette commande, ou s'il y avait ce fonds d'investissement, ou ce grand transporteur, etc., qui pourrait venir. Non, en fait, on ne va pas y aller. Ça s'explique aussi avec les salariés. C'est un des intérêts d'avoir aussi des sociétés comme les nôtres, à impact, à mission, on l'appelle comme ça, avec des missions environnementales et sociétales, parce que j'ai un peu de mal avec le mot impact, mais voilà, c'est un impact positif. Mais voilà, je vais le dire quand même. C'est hyper important au niveau de vos salariés aussi. Voilà, très clairement, ceux qui travaillent chez Sublime Énergie aujourd'hui, c'est ceux qui acceptent ça, en fait. Et il y a eu du turnover, notamment parce que ils se disaient, mais c'est n'importe quoi, il faut qu'on gagne de l'argent, qu'on fasse ceci. Voilà. C'est effectivement aussi gagner de l'argent. Après, comment on fait moi, personnellement, j'ai pris quelqu'un qui se forme depuis 2 ans, qui était alternant, qui maintenant est avec nous donc bientôt depuis 2 ans, et qui regarde les ACV, qui regarde les bilans carbone, qui regarde les DIAG, BPI France, décarbonation, etc., etc. Tous ces outils. Dans le fond même, Révolution environnementale et solidaire, il y a un comité impact, en l'occurrence, en plus de notre comité de mission. Peut-être que demain, ça deviendra le comité de mission, on verra. Mais en tout cas, il y a un comité impact et on répond aussi à énormément de questions. Donc oui, on fait des calculs et puis on prévoit, en fait, dans nos objectifs, de le mesurer réellement. Et je pense que demain, très bientôt, pour vraiment mesurer quelque chose, il faut qu'on passe à la comptabilité triple capital, double matérialité, et on pourra y revenir. Marine, oui. Surtout que sur la question société à mission, vous avez un point de vue particulier. Voilà, on a un point de vue un peu tranché, donc je suis heureuse de rebondir sur ce point. Déjà, la première chose, c'est si on dézoome, je suis convaincue qu'il faut aider les entreprises à aller vers plus d'impact positif. Et il y a un travail formidable qui est fait par certains fonds pour accompagner des startups déjà avancées, des scale-up, voire des grands groupes, et vraiment les guider sur le bon chemin, parce que il y a ce que vont faire les jeunes startups aujourd'hui et l'impact qu'elles vont avoir, mais le gros du marché et de l'impact négatif pour le coup, il faut que c'est vraiment un travail à 2 jambes. Donc maintenant, si on zoome sur le sujet de la table ronde qui est l'émergence, le tout début, l'amorçage des startups. Nous, on a 2 sujets. Le premier, c'est de se dire comment est-ce qu'on va s'assurer que l'impact soit holistique. Et là, je te rejoins, c'est de se dire ne pas se focaliser que sur le sujet environnemental et se dire le reste peut bien passer à la trappe tellement notre mission est sublime. Mais donc ça, on les accompagne là-dessus. Et le deuxième sujet, c'est comment est-ce qu'ils continuent comment ils ne dérivent pas en route. Et ça, c'est un danger. On peut se dire le projet de départ est absolument compatible avec tous les critères qu'on peut s'être fixés. Mais en fait, parce que l'activité est compliquée, parce qu'on a besoin de signer des contrats, parce qu'on se dit que le sourcing en France, en fait, ça coûte très cher, parce que X ou Y raison, on a envie de dériver. Et ça, c'est vraiment ce à quoi on travaille pour les mettre sur la bonne route. Et donc, dans ce cadre-là, nous, on a pris le parti de déjà devenir nous-mêmes entreprise à mission et que les sociétés qu'on finance, les conseils qu'on leur donne, nos trajectoires, elles soient cadrées, encadrées. Et la deuxième chose, c'est que toutes nos startups ont le devoir de devenir entreprise à mission. C'est dans notre term sheet, donc dans le contrat qu'on leur fait signer quand on décide de proposer d'investir au sein de la start-up. On leur laisse un petit peu de temps parce que parfois il y a 3 personnes dans la société quand on arrive, donc c'est pas forcément évident, mais on trouve que c'est le bon format pour ce stade de maturité où en fait la mesure elle est difficile. On a plein de projets qui ne produisent pas du tout encore, donc mesurer quand on a des prototypes, ils ont des mesures en labo, mais ça reste encore vraiment balbutiant. Et donc dans ce cadre-là, on s'est vraiment assuré qu'ils soient tous sur le même alignement. Et je te rejoins, Bruno, je pense qu'il faut que tout le monde soit d'accord. Enfin, il est important que l'ensemble des parties prenantes soient alignées sur ces enjeux-là. Et donc, bien choisir son fonds d'investissement, je pense que c'est important. Bien choisir, être clair auprès de ses collaborateurs, ça l'est aussi, auprès de ses partenaires. Et pour moi, cet alignement, c'est ce qui fait aussi le succès des projets. C'est de réussir à être cohérent dans la démarche qu'on entreprend. Je rebondis sur ce que tu viens de dire sur la mesure, parce que ça faisait aussi partie d'un des points qu'on avait mis en avant dans le rapport qu'on avait fait avec BPI France sur le fait que quand on est à l'émergence, très très tôt,
on ne peut pas mesurer l'impact. Et donc, il faut faire attention parce que l'évaluation de l'impact, si on revient sur des termes techniques, l'évaluation de l'impact, c'est deux choses. C'est la mesure quand l'impact il existe et qu'on peut le mesurer, mais c'est aussi la projection. Et en fait, je trouve que dans le monde de l'impact, on a un peu des scrupules à se projeter sur ce qu'on va pouvoir faire, alors que si vous vous transposez sur le monde de l'entreprise classique et tout simplement ce qu'on demande à tout entrepreneur de faire un BP et un business model et de se projeter à 5 ans, ça pose problème à personne. De dire dans 5 ans, je ferai 10 millions de chiffre d'affaires, très bien, on sait tous que c'est des projections, c'est des histoires cohérentes basées sur des hypothèses et ça ne pose pas de problème et on travaille comme ça. Et en fait, dans l'impact, c'est pareil. On peut faire ce qu'on appelle des chemins vers l'impact. On se projette. On ne sait pas si ce sera la réalité, c'est pas ce qu'on est en train de dire, mais par contre, ça permet de faire des choix et de se positionner. Et donc, ça, c'est des outils qui sont très utilisés plutôt en recherche. Moi, je les vois assez peu utilisés aujourd'hui dans le monde des startups, les questions des chemins vers l'impact, mais c'est des outils hyper intéressants et qui sont très adaptés pour des choses qui viennent de labo. Et donc, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est aujourd'hui, quels sont les outils soit que vous proposez, que vous mettez à disposition des entrepreneurs quand voilà, vous les accompagnez, soit que vous utilisez, à quoi ils ressemblent, comment ça fonctionne, et est-ce qu'ils sont bien ou est-ce qu'il y a encore des manques ? Bon, je reprends rapidement et je vous passe, je ne lâche plus le micro. Je dirais que je rejoins ton point. Nous, on les fait travailler sur la projection au tout début de la phase d'investissement. C'est une condition sine qua non pour qu'on puisse investir, c'est qu'on ait de la visibilité sur ce point. Je trouve qu'il y a peut-être qu'on n'en a pas connaissance, mais peut-être un manque sur des outils qui soient pragmatiques et relativement faciles à mettre en œuvre. Parce que moi, j'ai aussi eu beaucoup de sons de cloche d'entrepreneurs sur le marché qui ont essayé de se lancer dans ces démarches-là alors qu'elles étaient à des phases très tôt dans leur projet et ça leur demande, enfin, ils finissent par me dire attends, on essaye juste de trouver notre business model, de réussir à lancer notre produit et là on a des fonds qui nous demandent des BP Impact, qui nous demandent énormément de ressources en temps et en énergie pour réussir à concevoir ce que ça peut donner. Donc il faut trouver le juste milieu pour, tu vois, et c'est comme le point sur l'effet rebond, de se dire les deep tech ont ce devoir de faire attention sur ce sujet-là. Je trouve qu'il ne faut pas non plus surcharger la pression qu'on met à des entrepreneurs qui sont en tout début de phase de vie pour leur projet et qui ont déjà 1000 sujets de préoccupation pour réussir à ne serait-ce que faire émerger le projet de terre. Donc, pour moi, il y a une question d'équilibre à trouver et peut-être qu'avoir des outils qui soient plus faciles d'usage, ce serait une bonne manière d'y répondre. Donc, je serais preneuse de tes conseils ou des vôtres. Je prends mes anti-sèches. C'est pour avoir des chiffres. Sur les outils, il y a quelque chose que moi j'encourage maintenant. Alors pour les startups, effectivement, c'est difficile à faire au début, mais pour les entreprises qui grandissent, l'impact score, c'est un truc qui est pas si difficile à remplir que ça. Ça date de 2019, c'est ça que je reprenais. Il y a ces 30 réseaux d'entreprises qui ont travaillé ensemble pour développer cet impact score. Je crois que tu y avais bossé, donc tu pourras compléter. N'hésite pas. C'est 5000 organisations qui ont fait ça depuis. Alors, ça paraît beaucoup, pas beaucoup, je sais pas, mais je trouve que c'est déjà pas si mal. Et on voit qu'il y a encore du boulot. Et en fait, ça permet deux choses. Ça permet déjà de communiquer vis-à-vis de ces parties prenantes, parce que c'est déjà intéressant de dire on a fait ce travail-là, il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on complète. Et ça permet de piloter la suite. Ça permet de se dire ok, où est-ce qu'il faut que je progresse, comment je prends les axes d'amélioration. J'en parle bien, c'est bon ? Ok. Donc l'impact score, c'est un truc qui est utilisable, que les gens connaissent pas assez. Je reviens là-dessus. Et encore une fois, c'est nous accompagnants de faire cette promotion-là. Voilà. Ensuite, sur les indicateurs, je reprends le côté impact plutôt environnemental. Il y a des choses qui se mesurent assez facilement maintenant. Vous voulez mesurer une économie en eau, ça se fait relativement bien. Une économie en terre arable, ça se fait relativement bien. Je prends Edonia, que vous avez dans le portefeuille, qui sort de chez nous. Ils ont bien travaillé là-dessus, sur les économies en eau, économies en carbone. Tout ça, c'est des choses qui se mesurent. Quand on veut regarder un taux quand on veut limiter le gaspillage ou quoi, ça se mesure aussi. Quand on va regarder un impact sur la biodiversité, c'est plus compliqué. Comment on regarde l'évaluation d'un produit de biocontrôle ou quoi sur la biodiversité au sens large, c'est pas simple du tout. Donc en fait, il y a des mesures très quantitatives et il y a des mesures qui ne peuvent être que qualitatives et c'est pas très grave. C'est regarder, ok, est-ce qu'au global mon impact il est plutôt positif, plutôt il change rien ou plutôt négatif. Sur la biodiversité, nous on avait commencé à travailler un peu là-dessus avec un cabinet de conseil pour essayer de mettre en place un peu ces choses-là, quoi. Biodiversité, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Mais on sait qu'il y aura des choses pour lesquelles ça va être beaucoup plus compliqué d'aller mesurer justement cet impact. Et est-ce qu'il faut le mesurer ? Je ne sais pas. Ouais, je vous passe la parole tout de suite, mais du coup, je complète
Et un mot sur les KPIs et les indicateurs. Effectivement, le score, l'impact score, ça a été porté par le mouvement Impact France, qui finalement, à côté de avec les sociétés à mission, ça fait partie aussi de ces mouvements d'entrepreneurs qui veulent faire les choses différemment. Je pense que c'est hyper riche et hyper important d'avoir ce genre d'acteurs parce qu'ils font bouger aussi le secteur petit à petit. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'être un entrepreneur ? Là, récemment, ils ont lancé une campagne qui s'appelle Grand Patron, où ils essayent de changer l'imaginaire de qu'est-ce que c'est qu'un grand patron, en montrant que des grands patrons, ils répondent à des grands problèmes de société. Et donc, je trouve que c'est assez intéressant. Et donc, effectivement, l'Impact Score, hyper intéressant. Je vous invite à le faire, c'est assez facile en effet. Et il y a des simulateurs en ligne pour le faire. Et c'est tout à fait dans une idée de projection, de se dire... même si on a un impact score qui n'est pas top aujourd'hui, en fait, ce qui compte, c'est de l'améliorer l'année prochaine et de l'améliorer l'année d'après. La seule chose que j'aurais tendance à reprocher à l'impact score, alors ce n'est pas vraiment un reproche parce que j'ai fait partie des comités qui l'ont mis au point, mais c'est que ça s'applique à l'entreprise au sens général et pas au projet de R&D ou de recherche. C'est très peu tourné deep tech en fait. Et ça, moi, c'est plus une invitation à nous, à notre milieu, à notre secteur, de faire des choses qui correspondent à nos spécificités. Mais faisons-le, peut-être on peut travailler sur un impact score qui serait plus adapté à des startups deep tech. Et ça me permet de rebondir sur un truc que je voulais vous dire et que j'avais oublié, c'est que nous on a la chance de reposer sur un écosystème de recherche et dans les dispositifs qu'on a, on a notamment une chaire de comptabilité écologique qui développe des méthodes, des approches, des concepts vraiment axés recherche, mais qu'on essaye de rendre beaucoup plus compréhensibles et utilisables directement par des startups. Donc c'est un de nos enjeux, c'est de convertir ces approches de recherche, ces stratégies, en des outils clés en main pour des startups. Donc, on se donne rendez-vous, on en parle et on le fait. Très bien. Merci. De notre côté, l'outil privilégié, c'est l'analyse de cycle de vie. Ce n'est pas la première fois que j'en parle. On a essayé plusieurs autres approches. Il s'avère que les approches qui sont plus larges et moins précises permettent moins de se projeter, de manière moins précise, d'analyser un peu moins finement tous les paramètres qu'on peut faire bouger, parce que c'est une technologie qui est très innovante, sur laquelle on n'a pas beaucoup de données d'entrée. Les banques de données ne sont pas encore assez fournies sur des projets comme le nôtre. Donc, on est un petit peu sur un challenge où on cherche la bonne méthodologie pour pouvoir obtenir une analyse de cycle de vie qui soit robuste et d'avoir les bonnes données d'entrée. Donc ça, heureusement, c'est un travail qui a été fait et sur lequel on a mis beaucoup d'efforts. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on a choisi, c'est d'utiliser la méthodologie européenne qui est le PEF, qui est vraiment la méthodologie standard, qui va être aussi d'un point de vue réglementaire requise d'ici quelques temps. Donc on a décidé de s'aligner et de faire fonctionner à la fois la partie économique, réglementaire, R&D et environnementale dans la même direction, pour avoir un modèle qui soit de projection qui aligne en fait toutes les cordes d'un coup. Le souci, c'est que le PEF n'a pas de catégorie rules pour la fermentation de précision. Il n'en a pas pour la protéine alternative de manière générale. Donc, laquelle on utilise ? Est-ce qu'on utilise l'industrie laitière ? Est-ce qu'on utilise plutôt l'industrie brassicole ? La réponse est aucune des deux. Il y a tout qui est à créer. Il faut absolument qu'on arrive à faire quelque chose qui soit le plus représentatif de la réalité. Et pour ça, on fait beaucoup d'itérations, beaucoup d'analyses de sensibilité pour pouvoir avoir des résultats qui soient robustes. En ce moment, on fait l'exercice de l'ACV certifié ISO, pour pouvoir faire revoir les résultats par un parti qui est externe et qui va donc valider cette approche-là pour permettre derrière de pouvoir utiliser ces résultats dans des analyses de cycle de vie de produits finis pour savoir quel est l'impact final de ce camembert dans lequel on aura utilisé la caséine SO ou d'un autre produit dans lequel ce sera utilisé. Et alors j'en profite pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est que finalement, on disait tout à l'heure, potentiellement ça peut nous faire refuser des marchés parce qu'on considère que c'est pas là qu'on a le plus d'impact, mais on voit aussi que ça peut être des centres de coûts. C'est-à-dire que vous devez développer des choses qui n'existent pas parce que sinon vous avez du mal à mesurer votre impact, quoi. Donc c'est du temps, c'est de la ressource, et donc ça aussi, faut le prendre en compte, quoi.
Rapidement, nous, on va se faire un outil personnel. Enfin, l'analyse de cycle de vie, ça existe, et puis on a à peu près tout ce qu'on veut pour pouvoir les faire. Par contre, le bilan carbone, on a décidé de... Alors, c'est pas tellement le bilan carbone de Sublime Énergie, c'est le bilan carbone des projets qu'on va créer dans le monde agricole, avec les nouvelles infrastructures de production d'énergie et les utilisations. Donc ça, on va se créer notre propre outil qu'on va faire certifier. Alors, on avait imaginé plusieurs, même des diacs décarbonation pour nous aider à le faire, mais finalement, on va le faire par nous-mêmes, et on verra après avec BPI si on peut arriver à une forme de peut-être de standardisation. Enfin, on verra. Donc ça, on va le faire nous-mêmes. C'est pour la partie environnementale. Pour la partie sociétale, on a dans nos projections de la création d'emplois, de l'emploi pérenne dans les territoires. Donc en gros, notre première mission, c'est de faire moins de CO2, mais réellement, c'est-à-dire de pas de faire que des émissions en moins par rapport à une utilisation, mais réellement d'émettre moins de CO2 par rapport à ce qu'on ferait avec un carburant si ce n'était pas le nôtre. Pour la partie emploi, donc ça c'est notre première mission. La deuxième mission, c'est pour la partie plus sociétale, créer de l'emploi dans les territoires, donc notamment amener des revenus supplémentaires aux agriculteurs. C'est un deuxième thème. Est-ce que réellement on va amener des revenus supplémentaires aux agriculteurs? Comment on le chiffre? Ça va être une des façons aussi de pouvoir acheter du biogaz. Un autre truc, nous, ça va être de trouver du biogaz, voir qu'on en achète. Donc il va falloir qu'on convainque les agriculteurs de passer à la méthanisation pour pouvoir l'acheter. Donc on va le mesurer comme ça. Donc ça va être que des outils maison, je dirais. Le troisième concerne, j'allais dire, un peu plus Mélanie. Alors déjà, dans les comités de mission, c'est bien d'avoir des personnes vachement en avance aussi là-dessus. Et notamment, Mélanie en fait partie de mon comité de mission. Donc, je voulais juste le préciser aussi quand même. Disclaimer. Voilà. Entourez-vous de gens aussi autour de vous qui sont évidemment conscients de ce sujet. Et donc trêve de plaisanterie. Troisième mission, c'est aller vers la recherche, valoriser la recherche dans les deux premiers domaines, et l'enseignement. C'est-à-dire que ça ne va pas s'arrêter aussi à dire j'ai fait moins de CO2, j'ai créé de l'emploi, mais comment on fait pour aller, je parle de Mélanie parce que SoSciences, c'est aussi aller vers ça, comment on s'assure que dans les universités, nous on travaille avec IMI Paris, donc avec les écoles nationales, les écoles publiques, comment on s'assure que dans ces labos, on fait de la deep tech ou autre chose qui a un sens. C'est-à-dire qu'avant même qu'on ait créé la société, c'est au moment où on est dans la techno, comment on mesure l'impact à ce moment-là, quoi. Et comment on renonce? Non, en fait, je suis en train de... Ça serait génial de créer ce truc-là, mais en fait, ça n'a absolument aucun intérêt environnemental et social, donc je ne le fais pas. Alors du coup, ça me fait une transition parfaite sur qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait changer ou qu'est-ce qu'on peut mettre en place. On parlait tout à l'heure de peut-être réfléchir à un impact score. Enfin, finalement, quelles sont les bonnes pratiques qu'on peut prendre en tant que secteur, qui doit se bouger, faire quoi? Voilà, c'est grande question. Mais ouais, effectivement. Et peut-être d'ailleurs aussi sur les PUI, parce que les PUI, c'est quand même... Enfin, il y a des objectifs de nombre de startups par an. Enfin voilà, pour aller vers où? Je casse un peu ta transition, je veux juste réagir par rapport à ce qui a été dit juste avant sur le côté revenu un peu de l'amont de la chaîne et sur les modèles économiques, puisque tu en as parlé. Voilà. Nous, tous nos entrepreneurs ont bien conscience qu'en fait, comme ils bossent souvent avec l'amont agricole, il y a un enjeu à faire en sorte que les agriculteurs au début s'y retrouvent plus en travaillant avec eux qu'avec d'autres acteurs. On a des projets qui valorisent des coquilles d'œufs. Évidemment, un des enjeux, ça va être de valoriser mieux les casseries et ce type d'industrie. On a beaucoup de projets qui sont en lien avec les filières, avec le chanvre, avec les légumineuses. Évidemment qu'il y a un enjeu, alors non seulement à développer ces filières-là, mais aussi à faire en sorte que ces agriculteurs aient des revenus complémentaires. Donc je dirais que nous, au cœur de nos enjeux, il y a aussi ça, ce côté filière. Et c'était une réaction par rapport à ce que tu disais sur les revenus en plus. Voilà. Et c'est une façon d'avoir un impact aussi au niveau de son modèle économique. Ils vont gagner moins, mais en fait, ceux au début de la chaîne vont gagner plus. C'est un impact social, pour le coup, qui est vachement important, quoi. Surtout sur l'agriculture. Encore une fois, je parle de mes sujets, mais c'est vraiment crucial aujourd'hui. Oui, absolument. Et ça revient sur l'idée de, tu vois, quand tu dis ils vont gagner moins, tu as un impact direct sur ton business model et tu maximises pas tout, quoi. Mais au moins, tu essayes de maximiser l'impact. Peut-être juste je rebondis sur ce que tu disais, ça a un impact sur le business model.
Je dirais oui et non, parce qu'il y a un point quand même qu'il faut noter, c'est qu'on observe, je reviens sur la table ronde d'avant, mais le sujet d'avoir des entreprises qui ont vraiment pris en compte de manière globale les enjeux environnementaux, sociétaux dès le début et dans leur phase de développement et dans leurs axes stratégiques, on voit que c'est des points qui sont beaucoup plus regardés aujourd'hui par les industriels qui veulent faire des acquisitions, par des fonds beaucoup plus qui interviennent sur des stades beaucoup plus tardifs, parce qu'ils savent très bien que ce sont des enjeux clés de valorisation des projets et que sinon, quand je dis demain, c'est dans X années, ils ne trouveront plus financeurs. Donc, pour moi, c'est peut-être une petite forme de renoncement sur l'activité immédiate de la start-up et de la deep tech, mais même sur tout un tas d'autres sujets. On finance des SaaS qui ont exactement la même problématique. Sur le long terme, je pense que c'est le meilleur moyen de prendre soin de son entreprise et de ses collaborateurs et de lui apporter la plus grande forme de pérennité. Et c'est presque rassurant de voir ça. On constate qu'il y a beaucoup de dossiers aujourd'hui de financement ou de cession qui sont refusés sur des critères d'impact parce que les financeurs, ce n'est pas toujours par conviction, mais en tout cas, ils sont bien conscients que sans ces résultats-là concrets, ils ne sauront pas retrouver preneur en bout de chaîne. Donc, ils ne veulent plus financer des acteurs qui n'ont pas respecté les règles du jeu, qui ne s'intègrent pas dans ce genre de trajectoire. Alors, c'est vrai pour la France et l'Europe. C'est pas encore forcément vrai. Voilà. Mais en tout cas, là-dessus, l'Europe est en tête de locomotive et on voit vraiment que ça joue sur les décisions qui sont prises dans les stades de vie ultérieurs des projets. Oui, donc ce que tu es en train de dire, c'est que ça devient incontournable en fait. Oui, exactement. Alors, c'est pour répondre à comment on fait en fait. Vas-y. Ouais, qu'est-ce qu'on fait et juste avant, tu parlais de comment on fait, je pense, pardon. C'est important, effectivement, l'école, hein, c'est là où il y a quand même pas mal d'entrepreneurs qui sortent des écoles. Et donc la chaire comptabilité écologique d'AgroParisTech, je compare un peu ça au fait que les entreprises d'admission sortent de l'école des mines. La comptabilité triple capital, double matérialité sort de la chaire d'Alexandre Rambaud qui est AgroParisTech. Donc c'est là, déjà, l'État, c'est lui qui fait... Évidemment, les écoles sont porteuses, mais l'État doit impulser, doit avoir un impact sur ce qui est enseigné dans les écoles. Alors, les écoles de commerce, c'est un peu différent. En tout cas, toutes les grandes écoles d'ingénieurs, comment on fait ? Déjà, prendre conscience au plus haut niveau, et donc la sphère publique a évidemment son rôle à jouer à fond, même s'il y a des choses qui sont faites, mais d'aller vers ça. Ce qui est important, on l'a dit tout à l'heure, il y a donc Mouvement Impact France, c'est 10 000 sociétés. Les sociétés à mission vont peut-être être 2 000 bientôt. Le MEDEF, c'est 4 millions d'entreprises. Donc le boulot, il est colossal. Tous les élèves ingénieurs, tous les gens qui sortent des écoles de commerce doivent avoir depuis le plus longtemps possible. Et donc, c'est même peut-être avant les écoles d'ingénieurs, avant les écoles de commerce, qu'on ait ça en tête. Qu'effectivement, les grands patrons et les grandes patronnes, c'est pas forcément celui qui a gagné le plus de milliards ou fait gagner le plus de milliards ou fait je ne sais quoi d'autre. C'est quoi le nouveau modèle dans les financements? C'est important aussi côté BPI France que ça soit mis aussi extrêmement en avant. C'est très important, la partie économique, rendement, exit, tout ce qu'on veut. Mais tant qu'on ne mettra pas à la même hauteur, tant qu'on ne comptera pas ce qui compte autant que ce qu'on compte l'argent, la notion de triple comptabilité, c'est ça. C'est compter l'argent, compter l'impact environnemental, compter l'impact social. Donc avoir une comptabilité triple. On n'a pas une seule ligne de bilan, on en a 3. Et aller chercher très très loin pour imaginer que certaines sociétés qui font des milliards et des milliards et des milliards de profits tous les ans, si on faisait une comptabilité triple capital, ça serait une véritable catastrophe. Voilà. Et donc tant que ça ne sera pas vraiment pris en compte, ça va être compliqué. Donc il y a de l'enseignement. Ça tombe bien, je vois que tu prends la parole parce que en tout cas moi c'est l'impression que j'ai, mais les pôles universitaires d'innovation, c'est le nouveau vecteur de politique publique pour la deep tech, pour faire émerger les entreprises de demain sur la technologie. Donc ils vont avoir un rôle important à jouer. Ouais.
Alors clairement, et je reviens juste un cran en avant sur AgroParisTech, parce que j'ai parlé de nos 3 missions au début, la formation, la recherche, l'innovation. Recherche, innovation, on en a parlé, on utilise des outils de recherche pour être capable de mesurer de l'impact. Innovation, on met de l'impact dans nos programmes. Mais la formation, en fait, il faut qu'on fasse mieux. Je pense que vous vous rappelez, pour certains d'entre vous, l'épisode des bifurqueurs chez nous, nos étudiants qui nous ont un peu botté le cul en disant... les gars, alors il y avait plein de choses, hein, plus ou moins acceptables dans ce qu'ils disaient, mais il y avait un truc vrai, c'est comment vous faites mieux les transitions, comment vous mettez plus d'impact dans notre enseignement, quoi. Et c'est pas que pour ça, mais c'est en partie pour ça. Là, on est en pleine réforme des cursus. Alors, ça fait, je sais pas, 17 ans que ça n'avait pas bougé, donc il était temps de changer. Mais et une des questions, c'est comment on va les sensibiliser à ces enjeux-là, à l'impact. Donc, on y réfléchit pour vraiment refondre nos cursus, hein, ingénieurs notamment. Et on avait un séminaire de direction au printemps dernier. Et le séminaire, c'était les transitions. Donc, comment nous, on avance sur ces transitions-là. Et c'est bien que les écoles, donc complètement d'accord aussi avec ce qui a été dit, se saisissent de ces enjeux, parce que finalement, les entrepreneurs de demain, les décideurs de demain, les gens qui vont bosser dans les entreprises de demain, c'est ceux que nous on forme. Hein. Donc on a clairement un rôle majeur à jouer là-dedans. Et les PUI, alors c'est plutôt au niveau universitaire, c'est au niveau des universités. Je pense qu'il y a encore plus de boulot, parce que je pense qu'on est encore plus loin de ces sujets-là, à la limite, avec une limite que je disais tout à l'heure, c'est qu'on recrute des profils dont on a besoin, mais qui sont absolument pas conscients de l'enjeu de l'impact. On va leur demander de faire la sensibilisation, on va leur demander de faire la formation, on va leur demander d'aller discuter avec des chercheurs, mais à aucun moment, je suis persuadé qu'à aucun moment on parle d'impact dans les fiches de poste. Hein. Et ça va être un problème. Ça va être un problème. Et c'est une très bonne remarque parce que nous, chez Socience, on a des jeunes sortis d'école qui nous contactent, où on fait même parfois nous-mêmes des cours en école d'ingénieur et on voit à quel point les jeunes veulent faire des choses. Et puis dès qu'ils rentrent dans le monde du travail, ils peuvent plus rien faire en fait, parce que les gens qui sont juste au-dessus d'eux n'ont pas été formés comme ça. Donc moi, je pense que c'est essentiel de former les plus jeunes, mais en fait, il faut aussi penser à la formation professionnelle des personnes qui sont déjà en poste et qui ne sont pas formées à ça. Parce que sinon, ça ne bougera pas, ou ça bougera beaucoup trop tard, ça bougera dans 20-30 ans, et ce sera trop tard. Ouais. Je voulais juste ajouter que malgré le fait qu'on a eu un petit peu dans mon cursus des formations sur l'analyse de cycle de vie avec une prise en compte de l'impact, la chimie verte, des choses de cet ordre-là, c'est vrai que c'est des sujets qui aujourd'hui, après avoir reçu la nouvelle plaquette de mon école, je vois que c'est intégré, c'est en pleine transition dans pas mal de cursus scolaires, donc c'est plutôt rassurant. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des formations pour les gens en poste, parce que c'est ce que moi j'ai pu faire en arrivant, puisque de base, j'ai intégré l'équipe industrialisation avec la mission de faire une ACV, et j'ai dû réapprendre à faire ça, et j'ai pu bénéficier d'une formation pendant les premiers mois de ma prise de poste pour pouvoir justement intégrer cette casquette, cette mission à mes compétences. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le support à la base qu'on a est assez faible. Et puis pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, les prix Nobel, on ne va pas transitionner vers l'intelligence artificielle. Hein. C'est la révolution de l'intelligence artificielle. Alors, pour le reste, la révolution environnementale, sociale, etc., ça serait pas mal aussi de changer de vocabulaire, quoi. Je respecte tout à fait les transitions, mais après, il y a transformation. Et puis là, si on veut aller vite, c'est-à-dire dans les 20-30 ans qui viennent, va falloir changer de braquet, quoi, parce qu'on ne va pas transitionner pendant... ça fait 50 ans qu'on transitionne, donc on peut continuer. Mais je dis, par exemple, l'IA, il n'y a pas de transition vers l'IA. Ça révolutionne direct, quoi. Voilà. Donc, on peut prendre exemple sur les trucs qui marchent. Si on veut vraiment que ça change au niveau environnemental et sociétal, prenons des exemples. Le numérique, il n'y a pas eu de transition. C'est soit tu y vas, soit tu n'y vas pas. Si tu n'y vas pas, tu n'existes plus. L'IA, à voir. Je vois quelqu'un qui est chez Sublime Énergie dans la salle. On verra si on y va. Mais je pense que bientôt, effectivement, si on n'y va pas, il n'y aura plus de société, quoi. Mais bon, on verra. Donc il faut faire la révolution de l'impact social et environnemental. Oui, je pense. Très bien. On arrive sur la fin, donc je vais si ça vous... Tu veux rebondir une dernière fois ? Juste un truc que j'ai encore oublié de dire tout à l'heure. Ouais. Il y a quelques années, moi, je souhaitais à mes entrepreneurs, je leur disais, j'espère que vous allez devenir des licornes. Maintenant, je leur souhaite plus du tout ça. Je leur dis, j'espère que vous allez devenir des licornes à impact. Et je ne sais pas si vous connaissez la différence. On va plus compter la valorisation de la boîte, on va compter combien cette boîte-là a économisé en fait pour la société, quoi. Et voilà, bon, c'est peut-être le mot de la fin avant les questions, mais vraiment, je ne souhaite plus à nos entreprises de devenir des licornes. C'est plus ça, et je pense que ça montre aussi un changement de mindset aujourd'hui. Oui, et ça revient sur comment est-ce qu'on compte la valorisation et qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qu'on compte. Et ça, il faut que ça change si on veut que les choses changent.
Je vais passer aux questions. Je crois qu'il faut... Ouais, merci beaucoup. Oui, alors c'était une question pour Asterion, c'était de savoir par rapport à vos LPs, c'est-à-dire aux investisseurs qui investissent dans Asterion, est-ce que ce sujet impact est un sujet qui est valorisé Est-ce que dans la levée de fonds, c'est quelque chose qui se valorise ou est-ce que c'est un handicap Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on on annonce très clairement la couleur. La première manière de le montrer, c'est que on a fait le choix d'être sur des trajectoires d'investissement qu'on appelle capital patient, c'est-à-dire qu'on suit les projets deep tech sur la durée, sans leur imposer une clause de sortie à 5, 6, 7 ans, ce qui est le cas de la majorité des fonds sur le marché, enfin en tout cas une grande partie. Ce qui n'est pas du tout ce qui ne fonctionne pas pour des deep tech. Elles ont besoin de temps. Donc ça, c'est un premier point fort quand même dans la manière dont on présente à nos LP la structure d'Asterion et l'engagement dans lequel ils s'intègrent. Et c'est aujourd'hui, je pense, très apprécié. On sent vraiment qu'il y a une quête de nombreux investisseurs pour cette proposition de valeur et le fléchage vers de la finance durable et consciente. Donc on voit vraiment que c'est un argument qui est plutôt qui plaide en notre faveur, mais ça nécessite des engagements forts aussi de ces LP en fait. Ils peuvent plus s'intégrer exactement dans les schémas de financement et de retour sur investissement classique. Oui, bonjour. D'abord, je voulais vous remercier pour la qualité des informations que vous nous donnez. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé, mais c'est la saison. Alors, je voulais juste faire une remarque concernant l'intelligence artificielle. Bon, l'intelligence l'IA, par exemple, elle existe depuis 50 ans, mais le grand public l'a connue avec ChatGPT. Donc, tout simplement. Et donc, moi, je vous rejoins sur cette idée de transition. Il faut l'oublier, il faut y aller, c'est tout. Donc, moi et mon collègue, nous, on développe, on a une start-up, c'est un petit peu complexe. On a essayé de s'installer en France, mais c'était un peu complexe. On a une start-up où on développe un outil basé sur l'IA pour améliorer les processus de production pour ceux qui produisent. Si vous avez de la donnée, on va l'avaler et on va vous sortir un modèle pour améliorer votre production. Alors, l'impact, oui, mais je ne vois pas comment faire cette histoire d'impact quand on est dans un projet où on essaye d'émerger. Donc, ma question, comment faire justement pour mettre de l'impact? Moi, je vois l'impact que peut-être le partage de revenus, parce que c'est là la problématique pour ceux qui sont en haut, ou vous m'excuserez le terme, ceux qui sont un peu conservateurs dans le modèle de transformation qui va arriver. Donc, ils ne veulent pas... cette idée de partager le revenu, de partager la ressource, ça pose problème. Donc, mes questions, c'est ça, c'est des remarques, ce sont des questions remarques. Comment faire justement pour les histoires d'impact quand on essaie d'émerger? Pardon, merci. J'ai juste une première piste, et je te le passe. En tout cas, un truc que je remarque pour réussir à émerger pour ce type de projet et avoir de l'impact assez tôt, et c'est quelque chose que j'ai oublié de mentionner pendant l'échange, mais dont je voulais parler, et ça répondait un peu à ta question de comment on fait aujourd'hui pour que ça marche. Je crois qu'il faut vraiment favoriser les partenariats grands groupes start-up et le soutien qu'ils peuvent prendre pour s'engager très tôt auprès de projets et les aider à maintenir leur trajectoire d'impact. Je prends un exemple. On a financé une start-up qui produit des biopigments à destination de l'industrie textile qui s'appelle Everdye, qui permettent de teindre les vêtements en réduisant de 94% les émissions de gaz à effet de serre pour teindre le vêtement. Aujourd'hui, ils ont des partenariats avec des grands groupes, des grandes marques de luxe françaises, avec une marque qui s'appelle Adormi. Bref, c'est pas le sujet. Ce que je veux dire par là, c'est que ces partenariats-là, c'est ça qui leur permet de lancer leur projet et de vraiment sortir de cette phase d'émergence où une deep tech peut rester sinon longtemps et pas réussir à aller plus loin. Donc, je pense qu'il faut aussi travailler sur ces relations grands groupes start-up, et on sait qu'elles sont difficiles, mais nous, on voit vraiment des industriels français qui se positionnent aux côtés de nos startups, des grands groupes, et qui les aident à émerger. Pas de recette miracle, hein, quoi. Le jour où on réussira à partager la valeur, effectivement,
on aura fait un grand pas. J'ai pas de recette miracle, mais déjà le prendre dans sa société, dans ce qu'on fait nous-mêmes. Nous, pour nos projets, par exemple, le partage de la valeur, ça veut dire qu'on va faire des projets avec un taux de rentabilité interne de projet global qui va de l'agriculteur jusqu'au consommateur, enfin, jusqu'à l'acheteur de nos projets. Et ça va être le même pour tout le monde. Donc, c'est d'imposer ça. Après, est-ce que les fonds d'infrastructure qui vont financer nos projets seront d'accord avec ça? On verra quand on y sera. Autrement, tu l'as dit, il faut se lancer. Enfin, vous l'avez dit, pardon, il faut se lancer, il faut y aller. Ne pas hésiter à faire dans son business model, de le faire, quoi, et de voir comment ça va marcher. Mais effectivement, c'est une des grandes questions. Comment on partage la valeur dans ce monde, alors que la valeur est monumentale, enfin, la valeur économique, effectivement, elle est gigantesque et qu'elle n'est pas partagée. Bonne question. Oui, bonjour à tous. Petite question pour tout le monde. Moi, ça fait 15 ans que je travaille et je suis banquier M&A, donc des dossiers de sociétés deep tech, j'en ai vu plein, à impact, etc. Et on a très souvent le même sujet, mais que vous avez évoqué de manière différente, c'est l'économicité de ce secteur. C'est-à-dire comment on le valorise, comment on le calcule, comment on suit la performance, etc. Et concrètement, je pense qu'on n'a pas encore trouvé, sinon peut-être cette table ronde n'aurait pas d'intérêt. Mais du coup, moi, j'ai une théorie et que j'aimerais vous soumettre, entre guillemets, qui est une théorie question, entre guillemets, c'est est-ce qu'au fond, le fait de choisir l'impact, quand on est en train de créer notre modèle économique, deep tech ou tech, mais surtout deep tech, peut elle-même être un facteur de performance? Et si ça peut être le cas, moi, je pense à une chose, pas mal de sociétés qui sont vraiment du deep tech super classique, qui font l'IA, mais qui ont décidé de se lancer dans l'impact. Et en fait, ils calculent leur impact en fonction du pourcentage d'innovation qu'ils remettent au pot chaque année. Voilà. Donc en fait, l'impact leur oblige de choisir des scénarios bis, qui ne sont pas des scénarios de marché, donc à innover, et donc à être plus performant. Alors c'est un peu compliqué, mais du coup, nous, ça nous facilite la vie. Comment? C'est vachement simple. Bon, bah super. Mais du coup, est-ce que vous avez l'impression que ça, c'est multipliable au secteur? Est-ce que ça peut aider un peu la thématique qui vous regroupe? Ouais, alors je ne sais pas si ça répond exactement à votre question, mais nous, au mouvement Impact France, quand on travaille justement sur la question des fameuses licornes à impact et de comment est-ce qu'on mesure ce genre de questions, ce qui a beaucoup émergé, c'est la question de la valorisation de ces startups et de le faire avec des nouvelles méthodologies, notamment des méthodologies de coûts évités. Et il se trouve que ça, c'est des méthodologies qui sont très utilisées dans les chemins vers l'impact, parce que en fait, ce qu'on va calculer, c'est... alors je vous prends un exemple sur lequel on avait travaillé, qui me revient, une start-up qui bossait sur la chute des personnes âgées, et donc des dispositifs pour éviter ce genre de chute. Et en fait, on a des chiffres, on sait très bien combien coûte une personne âgée qui est tombée et qui se retrouve dans le système médical. Et donc, tout ça est très, très connu. Et donc, en fait, éviter une chute, c'est économiser ce coût à la puissance publique. Et ça, c'est une forme de calcul qui peut être fait. Alors, ça dépend évidemment des business et des technologies, mais dans le monde de l'impact, les coûts évités, c'est quelque chose c'est assez classique. C'est très difficile, mais c'est assez classique de le travailler, en fait. Très brièvement, je dirais, c'est une réponse un peu floue, mais il y a quelque chose que je constate, c'est qu'il y a certains industriels qui valorisent ce type de technologie en imaginant des adossements sans réfléchir forcément sur des métriques clés de la start-up, mais en se disant plus, ça va être la planche de salut de mon entreprise. Et donc là, on sort un petit peu des schémas de valorisation classiques. Alors, est-ce que c'est une manière de reboucler avec ce que tu disais, mais dans ces cas-là, on voit on sort effectivement de schémas traditionnels. Et là, on n'est plus du tout sur des bases qu'on connaît, mais effectivement, c'est parce qu'on a une... Et moi, c'est ce à quoi je crois beaucoup pour les deep tech, beaucoup plus que des trajectoires de financement type IPO ou autre. C'est beaucoup plus les industriels qui sont intéressés par ces projets. L'enjeu, c'est aussi de se dire...
ne pas vendre à n'importe qui aussi, et que va devenir son projet. Et ça reboucle avec ce que tu disais, d'avoir... il y a certains projets qui ont mis dans leur statut, ou enfin qui ont. Alors, on ne sait pas dans quelle mesure ça pourrait être appliqué, mais de se dire, on ne vendra pas à certains acteurs, ou on ne peut pas détourner mon activité pour parce qu'il y a tout l'effort qu'on met quand on est entrepreneur et qu'on est à la tête de son projet, et il y a ce qui se passe une fois qu'on l'a cédé, et ça peut être détourné en quelque sorte. La question au début tournait autour de l'économicité, c'est ça? C'est-à-dire? Performance financière? Économique, ok. Bah, il faut faire la triple économicité, par exemple, en allant vers la comptabilité triple capital et prendre ça en compte. En dehors de la comptabilité en triple capital, à chaque fois que j'ai travaillé en fait sur des sujets RSE, j'ai toujours eu des problèmes pour pouvoir mesurer concrètement les impacts. Donc en fait, je tombe souvent dans le déclaratif et j'arrive jamais à passer dans le démonstratif. Et puis je voudrais savoir quelles sont les méthodes, qu'est-ce qui existe à ce niveau-là pour mesurer tout ça. Alors, quand on commence à rentrer dans le sujet technique de l'impact, il y a deux types de mesures. Il y a le quantitatif, mais il y a aussi le qualitatif. Et les deux se comptent comme des mesures. Donc le quantitatif, c'est effectivement, bon, si je reprends mon sujet des personnes âgées qui chutent, ça va être assez direct. Ça va être le nombre de chutes évitées, le nombre de personnes, le nombre d'années de vie qui ont été gagnées par ces chutes évitées. Ça, c'est des choses qui se calculent aussi. Les coûts évités parce que la puissance publique n'a pas eu à dépenser des soins sur ces... Donc ça se calcule aussi. Donc tout ça, c'est du quantitatif. Et puis, il y a du qualitatif qui est est-ce que les personnes âgées en question ont l'impression d'avoir gagné en autonomie. Et en fait, ça se mesure aussi, alors par des mesures qui sont beaucoup plus chronophages et difficiles à mettre en place, parce que ça veut dire qu'il faut faire des questionnaires avant et après, par exemple. Ça, c'est une méthodologie possible. Mais donc, en fait, le qualitatif, c'est pas du tout la même chose que le déclaratif. On n'est pas en train de dire les personnes âgées se sentent mieux avec notre dispositif. On est en train de dire on a mesuré, on a posé des questions, on a des chiffres qui représentent cette qualité gagnée. Et donc, il faut faire très attention. Et c'est pour ça aussi que le secteur professionnel doit être formé et doit être sensibilisé à ces questions, parce qu'aujourd'hui, on prend un peu le sujet de l'impact, entre guillemets, un peu par-dessus la jambe, c'est-à-dire il suffit de dire ce qu'on fait ou ce qu'on aimerait faire. En fait, non. Il y a des termes très précis sur qu'est-ce que l'impact, qualitatif, quantitatif, direct, indirect. Et tout ça, en fait, c'est des formations, quoi. Merci déjà beaucoup pour votre intervention. Moi, je fais un peu partie de ces jeunes sortis d'école qui ont envie de faire de l'impact et qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui, du coup, se heurtent aux problèmes que ça pose aujourd'hui. Et par exemple, moi, j'essaie de faire de la low-tech, ou en tout cas du développement qui est beaucoup plus mécanique. Et je me heurte en fait à la définition de la deep tech, beaucoup. Tout le monde me dit que c'est facile ce que je fais parce que c'est pas forcément numérique ou c'est pas de l'IA. Ma question, c'est un peu, est-ce que le concept de deep tech serait pas un peu dépassé aujourd'hui? À quand le salon low tech ou fair tech à BPI France? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu le moment de redéfinir un peu vraiment les objets avec lesquels on cherche à travailler et qu'on définit? Écoutez, nous, on est une société deep tech, mais on veut essayer aussi de faire de la low tech, c'est-à-dire que c'est pas de l'IA, ça dépend ce qu'on met dans la deep tech. Hein. Moi, je prends le deep tech au pied de la lettre, c'est-à-dire sort d'un labo de recherche, disruptif, beaucoup de capex et time to market long. Voilà. Donc moi, je suis une deep tech. Par contre, effectivement, et vous avez raison, on a des process. Nos process ne réinventent aucun équipement. On utilise ce qui existe. On va utiliser des industriels
qui sont déjà des industriels et qui font déjà des choses. On ne va pas créer une nouvelle usine, peut-être si on est obligé, mais je ne pense pas. On va faire des centres de maintenance parce qu'il faut qu'on fasse de la maintenance sur nos équipements, mais on veut aller vers ça. Mais c'est une bonne question. Et puis moi, j'ai l'impression qu'on peut faire de la deep tech et de la low tech en même temps. Je prends un exemple. Nous, on accompagne pas mal de projets en fermentation solide. Donc, on fait pousser des champignons sur de la biomasse pour les produire des matériaux, de l'alimentaire, etc. Si on veut en faire une usine, ça va être de la deep tech. Clairement, c'est hyper capitalistique. Par contre, on a aussi fait des projets de fermentation solide pour des agriculteurs au Maroc, hyper low tech. C'est vraiment un tout petit réacteur qui peuvent se construire eux-mêmes. Et en fait, on les aide à valoriser des coproduits industriels qu'ils ont. Et ça coûte rien. Ils peuvent le faire chacun dans leur ferme. Et c'est la même technologie. Hein. Donc c'est aussi peut-être une question d'échelle, tu vois. Enfin, bon, je réponds à côté de ta question peut-être, mais tu... Bah, non, parce que nous, tous nos projets agriculture, food, forêt, ils sont tous deep tech. Hein. Et tu vois, on n'est pas sur du numérique ou de l'IA. Non, mais pour le coup, nous, on n'a pas trop de mal à rentrer dans la catégorie deep tech du moment qu'il y a un lien avec le laboratoire et qu'il y ait une volonté un peu d'industrialiser derrière. Ça rentre plutôt bien. Hein. Après, si BP veut réagir. On va devoir finir là-dessus parce que c'est la fin de notre conférence. Moi, un point quand même que je note sur ce sujet-là, et je reviens toujours à ma formation des professionnels parce que je pense que effectivement, on peut être deep tech et low tech en même temps, mais les professionnels ne le savent pas toujours. Et ça, c'est un vrai sujet parce qu'ensuite, on a des startups qui veulent lever des fonds et qui se retrouvent face à des murs et qui ne comprennent pas pourquoi. Voilà. Merci beaucoup à nos intervenants. Je crois que c'était la dernière table ronde dans cette salle. Merci à tous.